lecture, je vais vous présenter tous les romans que j'ai lus au mois de juin. Je sais qu'on est au mois de septembre. J'essaie toujours tant bien que mal de rattraper mon retard. J'y arrive pas clairement, mais c'est pas grave. Il y a largement le choix de vidéos sur YouTube, sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes pour que vous soyez jamais ennuyés ou à court de vidéos. Je vais commencer. Il y a du très bon, il y a du moins bon aussi. Il y a des déceptions pour des romans qui ont eu un énorme buzz et qui ont eu beaucoup de succès mais qui n'ont pas marché. Le premier roman que j'ai lu en juin, c'était Le manuscrit perdu de Jane Austen de Ciri James. C'est un roman, une austennerie, donc un roman autour de Jane Austen que j'avais dans ma palle depuis plus de 3 ans et je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai laissé traîner aussi longtemps, parce que je l'ai lu hyper vite et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Les austenneries, c'est toujours un peu qui tout double. On a des choses très bonnes, on va avoir des choses où clairement le nom de Jane Austen est juste là pour faire marketing et pour faire vendre. Mais là, franchement, j'ai trouvé ça vachement sympa. On va suivre une jeune femme, Laura, qui est passionnée de Jane Austen. Je crois qu'elle a fait sa thèse dessus. Et en achetant un vieux livre, elle retrouve une lettre de Jane Austen à l'intérieur dans lequel Jane parle d'un manuscrit qu'elle aurait écrit dans sa jeunesse, bien avant Orgueil et Préjugés et avant tous les autres, et qui a été perdu dans des circonstances un peu mystérieuses. Et à partir de là, Laura va partir à la recherche de ce manuscrit, et cette quête va l'amener dans le manoir d'un très beau châtelain, évidemment, et ils vont trouver le manuscrit. Je vous le dis parce qu'en fait, quand on voit ça, on a l'impression que la quête du manuscrit est le sujet, le fil rouge de tout le roman, et en fait pas du tout. Le manuscrit est trouvé dès le début, et tout l'intérêt de ce livre, c'est de lire ce fameux manuscrit, puisqu'en fait, on n'a pas tant de chapitres que ça dans le présent. On va surtout suivre la lecture de ce manuscrit de Jane Austen. Donc bien sûr, n'est pas Jane Austen qui veut. L'autrice a essayé de coller au plus près de son style, mais elle ne pourra jamais l'égaler, bien sûr. Mais j'ai trouvé qu'elle faisait un travail très honorable sur le style et aussi sur le type d'histoire. Parfois, c'était peut-être un peu plus rocambolesque que ce qu'aurait fait Jane Austen, mais c'était quand même vachement sympa. On retrouve beaucoup de codes de ses romans, la déchéance sociale un peu du début, puisque là, on va avoir une jeune femme qui vit avec son père, et en fait, le père va être accusé d'avoir détourné de l'argent. Il était pasteur, ils vont devoir quitter leur maison là où ils vivaient, ils vont aller un peu chez la sœur, et après ils vont aller à Bath. Donc on a vraiment tous ces codes des romans de Jane Austen. On rencontre plein de nouveaux personnages. On a la lady un peu hautaine qui fait penser à Lady Catherine de Bourgh. On a le jeune homme un peu froid de prime abord, un peu méprisant, qui est en fait l'esquisse du futur Darcy. On a le père de l'héroïne qui est un hypochondriaque qui va faire penser à Mr. Woodhouse dans le futur. Et j'ai beaucoup aimé la façon qu'a eu l'autrice de créer ces personnages, puisqu'elle a voulu nous créer un peu des brouillons des personnages futurs de Jane Austen. Une façon de dire, ok, là, Jane, ce manuscrit, elle est censée l'avoir écrit quand elle est jeune, avant d'avoir écrit le reste. Sa plume n'est pas complètement affirmée, ces personnages ne sont pas encore complètement formés, dessinés avec précision. Et on retrouve dans ces personnages ce qui va faire ces futurs romans, ces succès. Et j'ai trouvé que c'était fait vraiment de manière très habile. Moi, ça m'a énormément plu comme façon de faire. Et en plus, l'histoire était franchement chouette. J'ai passé un super moment avec ce faux manuscrit de Jane Austen. Beaucoup plus que pour les parties dans le présent qui honnêtement n'avaient pas énormément d'intérêt. Surtout qu'on a une petite romance qui surgit à la vitesse de l'éclair en 2 jours, avec, qui était un peu cliché et qui n'apportait selon moi rien du tout. Mais en tout cas, la partie manuscrit m'a vraiment beaucoup plu. Et puis, quand entre eux, à chaque fois qu'ils lisent les parties, donc Laura et le jeune châtelain en discutent, et en fait ce châtelain, lui, il n'est pas du tout au courant de l'œuvre de Jane Austen, il n'a jamais vraiment lu, il la connaît de nom parce que qui ne la connaît pas, et en fait elle va lui expliquer un peu, à chaque fois qu'ils lisent une partie, d'où vient cette partie, qu'est-ce qui a pu influencer Jane, à ce moment-là de sa vie il se passait ça, c'est pour ça qu'elle a mis ça, puis là ils vont à Bath, et puis ça c'est parce qu'à ce moment-là Jane était allée à Bath aussi, etc. Donc vraiment c'était hyper intéressant, moi je l'ai trouvé qualitative. Voilà, il ne faut pas s'attendre à ce que le manuscrit ait la qualité littéraire de Jane Austen, forcément, donc à partir du moment où on accepte ça, on passe un super moment. Avec le Cozy Mystery Book Club, on a lu aussi en juin Un meurtre peut en cacher un autre de Anna Tennyson, qui est le 2e tome des enquêtes de Honeychurch.
J'avais été perplexe plutôt sur le premier tome. Je le suis tout autant sur ce deuxième tome. J'ai vraiment beaucoup de mal avec l'écriture et avec les personnages qui, pour moi, n'ont ni queue ni tête. Ils commencent des discussions, ils passent à un autre sujet, ils reviennent en arrière, ils sont vexés, mais on ne sait pas pourquoi. D'un coup, ils ont des super bonnes relations. Enfin, c'est vraiment très brouillon et j'arrive pas à accrocher. Peut-être que c'est censé être un peu de l'humour, peut-être que c'est censé ouais, être charmant, mais moi, j'arrive pas. J'ai besoin d'avoir un truc un peu plus, avec un peu plus de rigueur, et là, c'est pas du tout le cas. On a une enquête qui est plus ou moins sympa, mais qui, pareil, part un peu dans tous les sens et qui est pas super bien gérée. Donc, dans l'ensemble, je peux pas dire que je passe un mauvais moment parce que ça se lit très vite. Il y a beaucoup de dialogues, donc voilà, ça, on enchaîne les pages rapidement. Il y a de l'humour, j'aime bien le personnage principal, mais voilà, à part ça, je suis quand même assez sceptique sur cette saga. J'arrive pas à être réceptive au style de l'autrice, je pense. Donc au début, je me suis dit, je vais tenter quand même un troisième tome, puisqu'il y a certaines sagas de Cozy Mystery où j'ai pas aimé les 2 premiers tomes, et j'ai vraiment commencé à accrocher au troisième. Maintenant, je vous avoue que j'hésite un peu, j'ai plein de sagas en cours, j'ai plein de livres à lire. Est-ce que je dois vraiment me forcer à acheter un troisième tome d'une saga sur laquelle je suis autant perplexe? Je suis pas sûre. Est-ce que ça me manquera si jamais je la lis pas et qu'en fait c'est génial? Pas tellement. Pour la masse critique de Babelio, j'ai dû lire Girls Bazaar de Ruchira Gupta. C'est un roman jeunesse, young adulte qui se passe en Inde, dans lequel on va suivre une jeune femme qui s'appelle Ira, qui vient d'une caste assez pauvre. En fait, ils étaient à la base très nomades, c'était des gens qui pratiquaient plutôt l'art du cirque, en tout cas voilà, tous qui avaient un talent plutôt artistique, et ils n'ont plus le droit vraiment d'exister, de se produire, donc ils vivent dans des bidonvilles pourris, dans des cases voilà, où le toit fuit, où ils ont une seule pièce, le sol c'est de la glaise, et les femmes de cette case, ou en tout cas dans son entourage, une fois qu'elles sont pubères, on va dire, elles sont dédiées à la prostitution. C'est le cas de sa cousine qui le vit forcément super mal, hein, qui se fait tabasser, qui se fait violer à répétition avec le bon consentement de son père, de son frère, parce que voilà, il considère qu'on ne peut pas changer les choses et c'est comme ça, les femmes sont faites pour être violées, pour se prostituer, pour leur ramener de l'argent. Donc voilà, déjà ça c'est à vomir quand on le lit. Et Hera, elle rêve évidemment d'un autre destin, elle a envie de faire autre chose. Jusqu'à présent, elle a le droit d'aller à l'école et elle s'accroche vraiment à ce droit, à ce rêve en pensant que ça va lui ouvrir des plus grandes portes. Oula, on a un gros tonnerre, la déluge qui arrive, je ne sais pas si vous l'entendez. Je vais essayer de parler plus fort. Sauf qu'elle va se faire renvoyer de l'école de manière totalement injuste parce qu'un mec l'a embêtée et qu'elle a osé se défendre. Et elle a vraiment peur de se retrouver prostituée, surtout que son père n'arrête pas d'en parler, n'arrête pas de mentionner que ça va bientôt arriver et elle n'a pas vraiment d'échappatoire, jusqu'à ce que la directrice d'un foyer pour jeunes filles la prenne sous son aile et arrive à convaincre les parents qu'elles doivent continuer à étudier et qu'elles doivent se mettre à pratiquer le kung-fu. Et donc à partir de là, Hera, elle va être un peu dans un monde qui va être son cocon. Elle découvre qu'elle peut avoir de la valeur, qu'on la considère, la peur s'éloigne un peu d'elle et elle va se découvrir vraiment une passion pour le kung-fu en même temps. C'était un roman très chouette parce que ça permet de vraiment découvrir une partie de l'Inde qui est absolument horrible, qui m'a fait franchement froid dans le dos, qui m'a serré le cœur quand je lisais qu'un père peut choisir de prostituer sa fille. Et ouais, le faire comme ça, et juste considérer que c'est comme ça, c'est le destin, c'est comme ça que ça doit se passer et on peut rien faire contre, qu'ils n'ont même pas l'air de voir le problème, qu'ils n'ont même pas l'air d'avoir un peu de remords, de culpabilité. Enfin, ça m'a rendue complètement malade. Donc j'ai vraiment aimé lire ce roman parce que ça apporte quand même une étincelle d'espoir. Elle va s'en sortir grâce à des personnes bienveillantes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même suffisamment et elles sont suffisamment acharnées pour essayer de lui offrir un autre avenir. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Après, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est que du coup, on a pas mal de scènes de kung-fu. Et notamment, grâce au kung-fu, Hera sait se défendre et on va avoir plusieurs scènes rocambolesques et absolument pas réalistes où Hera, qui a 12 ou 13 ans, va s'en sortir contre des molosses qui font 2 mètres, 90 kg,
adulte, mec, il y en a 3 et elle les prend un contre 3 et elle les tabasse tous parce qu'elle sait mettre le bon coup de pied, le bon coup de poing, etc. Alors je veux bien que parfois il n'y a pas que la force qui compte, il y a aussi la technique, il y a aussi la subtilité, savoir, il y a l'instinct, etc. Mais là c'était un peu gros et il y a quand même plusieurs fois ces scènes-là qui arrivent. Ceci dit, vraiment roman hyper intéressant si vous avez envie de vous ouvrir les yeux sur ce monde indien, pas du tout glamour, c'est hyper intéressant. On passe à une grosse déception, je me suis jetée dessus quand j'avais vu qu'il allait être traduit enfin. Il s'agit de Better Than the Movie de Lynn Punter dans la nouvelle collection Comet Young Adult. Donc c'est la maison d'édition Young Adult de Larousse. Ce roman a eu énormément de succès et j'avais l'impression que ça allait être trop bien. On suit Liz, qui est une jeune adolescente de 17 ans, dont la mère est morte et l'un de ses passe-temps favoris quand sa mère était là, c'était qu'elle regardait des comédies romantiques ensemble. Et ça a fait que Liz est vraiment une incorrigible romantique qui porte des robes à fleurs tout le temps, qui rêvasse du grand amour, voilà, qui imagine des scènes un peu de fou dans sa tête, etc. Et un jour, son amour d'enfance revient vivre dans le quartier et elle rêve qu'il l'invite au bal de fin d'année. Et pour ça, elle va s'associer avec son voisin qu'elle déteste et ils se livrent un peu à une guéguerre tous les deux et ils vont prétendre être en couple. Donc on est sur un trope de fake dating. Évidemment, son voisin, lui, il est amoureux d'elle depuis toujours. Il n'ose pas lui dire, il voit bien qu'elle, elle s'en fout et donc il joue la carte du mec un peu blasé, qui en a rien à foutre et il aime bien se moquer d'elle, la charrier, etc. Mais de manière vraiment hyper gentille. C'est un personnage adorable et c'est vraiment de loin mon personnage préféré. Là où ça n'a pas marché pour moi malheureusement, c'est que j'ai trouvé Liz plutôt insupportable. J'ai eu du mal à comprendre ses réactions très souvent. J'ai trouvé qu'elle traitait mal son entourage, que ce soit son père, sa belle-mère, sa meilleure amie, Wes. Elle était vraiment pas sympa et il y a beaucoup de problèmes de communication de sa part. En fait, Liz est clairement dans un deuil pathologique puisque même 9-10 ans après la mort de sa mère, elle n'est pas du tout remise, ce que je comprends totalement. Mais elle n'arrive pas à vivre une vie normale. Elle va voir sa mère au cimetière tous les jours. Elle ne supporte pas sa belle-mère qui est très gentille, mais parce que dès que sa belle-mère veut faire quelque chose avec elle, elle se dit non, j'aurais dû le faire avec ma mère. Pareil, là, quand il faut aller acheter les robes pour le bal de fin d'année, sa meilleure amie lui propose d'aller avec elle et sa mère. Elle n'a pas envie parce qu'elle se dit j'aurais toujours rêvé d'y aller avec ma mère, donc elle le vit très mal. Mais à aucun moment elle ne communique sur ce mal-être, sur cette peine qu'elle ressent encore. Et du coup, elle s'éloigne des gens, elle se les braque contre elle. Et clairement, si elle était un peu plus ouverte avec des gens qui sont tellement proches d'elle, ça se passerait beaucoup mieux. Et donc, j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec son personnage. À côté de ça, j'ai eu du mal à comprendre son obsession pour son crush d'enfance. Elle ne l'a pas vu depuis 10 ans. Et elle s'imagine que c'est toujours le mec qu'elle aimait il y a 10 ans, qu'il n'a pas du tout changé, alors qu'à l'époque, voilà, il avait 8-9 ans. Donc j'ai trouvé ça aussi un peu bizarre. Et pareil, j'ai toujours un peu de mal avec le fake dating quand tu veux attirer quelqu'un, prétendre te mettre en couple avec quelqu'un d'autre. J'ai toujours un peu de mal à comprendre en quoi ça peut être un bon plan. Bref, à côté de ça, j'ai trouvé que l'écriture était plutôt mauvaise malheureusement. Ça m'a pas semblé bien écrit du tout. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'incohérences dans la façon d'écrire, dans les phrases les phrases sonnaient bizarres pour moi. Pareil dans les dialogues, j'ai trouvé que ça sautait du coq à l'âne. Alors j'ai remarqué que c'est une critique que j'ai très souvent, le côté un peu incohérent, pas logique, discours brouillon. Donc je me demande si des fois c'est pas moi qui suis trop bête pour bien comprendre, mais j'aime bien quand une conversation commence, que la conversation se termine. Je comprends que des fois il y a des digressions, c'est normal, mais j'ai toujours du mal à comprendre quand tout commence normalement et puis d'un coup un personnage est hyper vexé par une remarque que l'autre a fait qui n'avait absolument rien de vexant, et puis après ils se remettent à plaisanter normalement, et puis après c'est l'autre personnage qui se vexe, et ils finissent par être fâchés. Enfin, pour moi, psychologiquement, c'est mal traité, c'est mal formulé, et j'accroche pas. Et là, c'était vraiment ça, donc c'est dommage. Ça peut être, je pense que ça peut vraiment beaucoup plaire si vous cherchez une romance young adulte, toute mignonne, voilà, toute douce, ça peut le faire, mais moi, ça a été un flop. En juin, j'ai lu un roman qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Il s'agit de Hadley and Grace de Suzanne Redfern aux éditions Faubourg Marigny.
Quand j'avais lu le résumé, je m'étais dit on dirait trop Thelma et Louise et c'est un film que j'adore. Et effectivement, l'autrice explique que c'est un hommage à ce film-là. Et à partir de ce moment-là, il y a d'ailleurs pas mal de références à ce film dans le roman. Et on ne peut pas s'empêcher de se demander, est-ce qu'elle va nous faire la même fin? Est-ce que le livre se dirige de la même manière que le film? Donc si vous n'avez pas vu le film, je ne vous en dirai pas plus. Donc en fait, dans ce roman, on a deux personnages. On a Hedley qui vit avec un mari abusif et violent qui cherche à s'enfuir avec ses deux enfants. Et de l'autre côté, on a Grace qui a un patron qui essaye de l'arnaquer et qui est aussi abusif dans la relation de travail. Alors pas abusif sexuellement ou quoi, mais qui clairement est un filou. Et elles vont se rencontrer par un concours de circonstances que je ne vous explique pas parce que c'est important de le découvrir, et se retrouver à s'enfuir toutes les deux avec les deux enfants de Hedley et avec le petit bébé de Grace. Parce qu'il faut savoir que Grace, son mari, est militaire, qu'il adore jouer à des jeux d'argent, donc ils sont très amoureux, et lui il l'aime très fort, hein. Il est plein de bonne volonté, sauf que c'est aussi un gros loser, et qu'il n'arrête pas de parier de l'argent qu'ils n'ont pas, et donc elle se retrouve sur la paille à cause de lui. Et on va donc les suivre dans ce road trip, et il va se passer plusieurs choses. Elles vont finir par se retrouver pourchassées par le FBI. Donc c'était vraiment une très très bonne lecture. Il y a le côté haletant du road trip, de la course-poursuite presque, se cacher, aller dans tel endroit, apprendre à se connaître, puisqu'à la base ce sont des femmes assez différentes, elles vont devoir apprendre à se faire confiance. Pareil, il va se créer une relation très familiale entre elles et avec leurs enfants. Elles vont chacune s'occuper les unes des autres, du bébé, des enfants, etc. J'ai trouvé ça hyper mignon. C'était vraiment un roman que j'ai eu énormément de plaisir à lire, je l'ai adoré. La seule petite chose que je n'ai pas aimée, c'est qu'on va avoir une petite romance au milieu. Et si je comprends pourquoi est-ce qu'elle était là, j'ai pas vraiment accroché parce que ça va beaucoup trop vite. Et ça m'a semblé un peu bâclé. J'ai trouvé que le personnage masculin de cette romance était un peu sacrifié finalement dans cette histoire, et que ça aurait été bien qu'il ait un peu plus d'épaisseur, un peu plus de place. Donc ok pour une romance, mais à ce moment-là, il faut en faire quelque chose de plus construit, de plus logique. Donc ça, j'ai pas trop accroché, mais sinon tout le reste, j'ai vraiment beaucoup aimé. On passe à un roman que j'avais aussi dans ma palle depuis des années, mais je n'arrivais absolument pas à sortir. Il s'agit de New York sera toujours là en janvier de Richard Price. C'est un très gros roman puisqu'il fait 650 pages, donc ça ne me motivait pas. Et en plus, je l'avais acheté à un déstockage, donc c'est pas le genre de roman que j'avais voulu acheter. Il a été devant mes yeux, il coûtait 3 fois rien. Je me suis dit, ah, ça pourrait me plaire. Et je l'avais pris et il a traîné, pris la poussière pendant des années. Dans ce roman-là, on va suivre un jeune homme qui se rend compte qu'il n'a pas été pris à l'université de Columbia en droit. Et du coup, jusqu'à ce qu'il puisse de nouveau tenter les concours pour y entrer, il va avoir une année devant lui après le bac, et donc il va faire plein de petits boulots. On est dans les années 70, il va se retrouver dans un call center, il va se retrouver, qu'est-ce qu'il faisait déjà, assistant, oui voilà, assistant à l'université, et en même temps il rêve de faire du stand-up, de faire de la comédie. Peter Keller, c'est vraiment un peu un loser, dans le sens où il a ce côté très cynique, très désabusé. Il essaye plein de choses, mais il y a plein de choses qui foirent. Il rencontre plein de personnages un peu aussi pathétiques en quelque sorte, un peu tristes. Et il y a quand même pas mal d'humour, mais un humour assez cynique, hein, vraiment, qui m'a beaucoup fait penser à l'attrape-cœur. Clairement, Peter Keller, pour moi, c'est Holden Caulfield en adulte. Une fois qu'il a passé son bac, une fois qu'il a réussi à finir ses études sans se faire renvoyer du lycée. Donc ce côté-là, j'ai aimé. C'était intéressant sur plein d'aspects, sur les personnages qu'il rencontre, sur les discussions, puisque vous avez toujours un peu ces discussions un peu philosophiques, un peu de personnages torturés qui se posent beaucoup trop de questions sur la vie, qui n'arrivent pas à avancer parce que justement ils sont paralysés par le doute, par la peur, par les multiples choix qui s'offrent à eux. Et j'ai trouvé que c'était assez bien représentatif de cette jeunesse désabusée qui ne sait pas quoi faire. Et on pourrait presque le retranscrire à notre époque. Il faudrait juste rajouter les réseaux sociaux et d'autres choses comme ça.
Donc c'était bien écrit, mais c'était très très long, 650 pages, c'est quand même long. Le personnage, au bout d'un moment, on finit par le trouver un peu antipathique. Il n'y a pas vraiment de personnage attachant dans ce roman. Donc je comprends ce qu'a voulu faire Richard Price, c'est vraiment une photographie d'une époque, d'un certain monde, d'une certaine façon de voir les choses. Je suis contente de l'avoir lu, mais je me rends compte qu'après coup, il ne m'en reste pas grand-chose. Il me reste 2 romans à vous présenter, mon coup de cœur de juin et un roman qui a été une grosse déception. Je vais garder le meilleur pour la fin et je vous présente d'abord La Déception, qui est un roman que j'attendais avec impatience parce qu'il a eu un succès incroyable l'année dernière dans le monde anglophone. Des tonnes d'éditions collector absolument magnifiques qui sont sorties. On en entendait parler partout, enfin un gros succès. C'est une duologie et elle a été traduite en français cette année. Il s'agit de Divine Rival, traduit en français par Divine Rivalité de Rebecca Ross, ici publié chez De Sexus. Donc dans une édition absolument magnifique. Franchement, voilà, elle est vraiment sublime. De quoi ça parle? Dans ce roman, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Iris, qui tente d'obtenir une place de journaliste permanente dans un journal et elle est en concurrence pour ce poste avec Roman, qui est un jeune homme aussi de son âge, qui lui aussi veut le poste, donc ils sont tous les deux un peu assoiffés. C'est pas de l'ambition, mais c'est voilà, ils ont envie de faire leurs preuves, ils ont envie d'avancer dans la vie. Iris, elle vit avec sa mère qui est alcoolique et son frère est parti se battre puisqu'il y a la guerre qui se déroule non loin d'eux, une guerre en fait entre 2 dieux et ces 2 dieux se sont réveillés, sont repartis en guerre, on ne sait pas trop pourquoi et les humains ont pris parti d'un côté et de l'autre et donc son frère se bat d'un côté, elle n'a pas trop de nouvelles de lui, elle s'inquiète et elle lui écrit des lettres qu'elle n'envoie pas puisqu'elle ne sait pas où il est. Donc elle les met dans la commode de sa chambre. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que ces lettres en fait sont envoyées à Roman. Parce qu'il y a une sorte de connexion magique entre leur machine à écrire. Lui reçoit les lettres, il comprend très vite à la façon dont elle raconte sa vie qui elle est et qu'il la connaît. Ils discutent ensemble, mais lui il ne lui dit pas bien sûr qu'il la connaît. Voilà, alors il y a eu beaucoup de critiques, de louanges sur l'émotion, sur la qualité d'écriture, etc. Oui, c'était mignon, mais franchement, j'ai pas ressenti tant d'émotions que ça. J'ai pas trouvé que c'était sublime, j'ai pas trouvé que c'était une histoire d'amour incroyable, parce que j'attendais beaucoup de cette relation épistolaire où en fait, elle ne sait pas qui il est, mais elle va se dévoiler, il va se dévoiler aussi, et ils vont finalement tomber amoureux à distance. Et j'ai trouvé finalement il n'y avait pas tant de lettres que ça qui sont échangées. Elles restent plutôt banales. Oui, ils échangent sur leurs doutes, leurs angoisses, sur des choses comme ça. Mais voilà, c'était pas incroyable non plus. L'univers est un peu compliqué à appréhender, non pas parce qu'il est complexe, mais parce que tout est jeté de manière un peu vague. Pourquoi les dieux s'en veulent? On ne sait pas trop, mais c'est juste comme ça. Pourquoi est-ce que les humains décident de s'impliquer dans cette guerre alors qu'elle ne les concerne pas du tout? Pareil, on comprend pas trop. Franchement, il ferait mieux de rester chez eux au chaud. Voilà, il y a de la magie qui existe dans ce monde, mais elle est très vague, elle est très peu expliquée. Et limite, j'aurais préféré que ce soit presque un roman historique plutôt qu'un roman avec de la magie. Parce que soit on met une toute petite touche de surnaturel pour faire un peu réalisme magique, et à ce moment-là, je comprends. Mais là, clairement, son ambition, c'est d'écrire un roman de fantasy. Mais pour ça, il faut quand même un world building un peu plus exploité, ce qui est le gros point faible de ce roman pour moi. Ensuite, nos 2 héros ont 17 ans et j'ai trouvé que, bien sûr, pour du young adulte, c'est souvent l'âge qu'ils ont, mais elle aurait gagné à les faire un peu plus âgés, à leur donner 21, 22 ans. Ça aurait été plus réaliste dans tout ce qui leur arrive. À côté de ça, on sent qu'elle s'est inspirée de la Première Guerre mondiale. On a des scènes de guerre qui se passent dans les tranchées. Voilà, la vie pendant la guerre, la campagne, les bombardements et tout, qui est très bien retranscrit. Cette partie-là m'a beaucoup plu, c'est pour ça que je pense que limite, elle aurait fait de l'historique, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Donc, petite déception, je peux pas dire que c'était mauvais, je peux pas dire que j'ai pas aimé, mais par rapport à tout le pataquès que j'avais lu et entendu sur ce roman, clairement, ça n'a pas été à la hauteur. On finit par mon coup de cœur du mois de juin et une de mes meilleures lectures de l'année.
un roman qui est vraiment la quintessence de tout ce que j'aime dans la littérature britannique. J'étais sûre que j'allais l'aimer puisque c'est voilà, tout ce que j'aime et qu'en plus je l'avais vu passer sur des comptes de personnes auxquelles je fais vraiment confiance, auxquelles je sais on va avoir je sais que j'ai des goûts en commun avec ces personnes et c'est pas des goûts lambda. Je dis pas ça de manière condescendante, mais par exemple, si j'aime un Virginie Grimaldi, ben je sais qu'il y a plein de gens qui vont aimer un Virginie Grimaldi, donc c'est pas vraiment une connexion, c'est juste un truc hyper basique. Et là, je parle de personnes qui des fois ont des goûts en littérature pas plus pointus, mais qui vont être un peu plus vastes, ils vont pas s'arrêter juste aux dernières sorties, ils vont exhumer des autrices oubliées du XXe siècle ou d'avant. Et en fait, là c'est typiquement le cas avec cette autrice qui est revenue sur le devant de la scène parce que les éditions La Table Ronde la rééditent. Et quand j'ai vu qui la lisait et qui a adoré, je savais que ce serait le cas pour moi aussi. Je parle donc, trêve de suspense, de Margaret Kennedy avec son roman Le Festin et cette magnifique couverture. Dans ce roman, on se trouve après la guerre dans les Cornouailles en 1947 dans une petite pension de famille qui se trouve au pied d'une falaise, donc c'est assez bien représenté ici. Et quand le roman commence, on sait qu'un morceau de la falaise s'est effondré, s'est écrasé sur la pension et que 7 personnes ont été tuées. Mais qui a été tué exactement, on ne sait pas. Et donc on va revenir en arrière et on va suivre en fait les dernières semaines avant cet événement tragique dans cette petite pension qui est tenue par une femme assez énergique qui se démène pour faire marcher sa pension, qui est mariée à un homme plutôt paresseux et léthargique. Et on va suivre les différents personnages qui vont arriver dans cette pension, des personnages assez hauts en couleur, qui sont extrêmement bien croqués. Clairement, la psychologie des personnages, la description des personnages, c'est un gros point fort de Margaret Kennedy. Pareil pour les dialogues, les situations, enfin vraiment c'était un pur bijou. C'est toujours très difficile de critiquer un coup de cœur, mais c'était un régal, je veux dire, je passais un super moment du début à la fin. J'avais hâte, j'avais peur aussi de savoir qui allait mourir, puisque forcément au fur et à mesure du roman, on se fait, on a nos chouchous, on a des personnages qu'on adore, on a des personnages qu'on déteste, notamment une personne qui est absolument atroce. Je lui souhaitais tout le mal du monde, mais je ne vous dirai pas si j'ai été satisfaite à la fin ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment très humain, très naturel dans les relations entre les personnages. Beaucoup d'humour typiquement british que j'adore. C'est très bien écrit, c'est hyper original comme concept, je peux que vous le recommander. Alors, c'est vrai que si vous réfléchissez un peu, si vous réussissez à trouver de quoi s'inspire Margaret Kennedy, vous pouvez trouver avant la fin qui vont être les 7 personnages qui vont mourir. Moi, je n'ai pas du tout remarqué ce petit clin d'œil ou cet aspect-là. C'est quelque chose que j'ai remarqué après en lisant soit des critiques, soit je crois qu'ils en parlent dans la postface. Est-ce qu'il y a une postface d'ailleurs? Oui, il y en a une, donc c'était ça. Et donc oui, effectivement, si vous arrivez à trouver ça, vous arrivez à trouver les 7 personnages. Et après coup, je me suis dit, ah ben oui, c'est logique. Mais sur le moment, je n'ai pas du tout deviné, donc ça a été la totale surprise pour moi. Et ça a été une excellente lecture. J'ai donc fini cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des romans qui vous tentent dans cette liste. Normalement, il y a de quoi faire, hein, puisque une fois de plus, on est sur un choix assez éclectique. Vous avez de la fantasy, vous avez de la jeunesse, vous avez de la littérature britannique, américaine, de la romance young adulte, voilà, il y a un peu de tout du cozy mystery. Donc dites-moi ce qui vous tente ou ce que vous avez lu et on se retrouve bientôt. Salut!